et au programme d'animation revu avec la crise sanitaire. Alors, deux, trois petites règles avant de débuter. On va tout d'abord, chacun couper vos micros, si possible, pour qu'on évite les petits parasitages, parce que c'est vrai que ça peut être des fois un petit peu gênant pour ceux qui témoignent. Et ensuite, voilà, ça va se passer de la manière suivante. On va d'abord avoir le témoignage donc, de Annabelle Levrel et Céline Demeule, qui sont respectivement directrices de l'Office de tourisme Normandie Sud Eure et guide conférencière à l'Office de tourisme Normandie Sud Eure. Et ensuite, on aura Aurélie Desvages-Lenné, qui est responsable du pôle animation et directrice adjointe de l'Office de tourisme d'Isignomas dans le Calvados. Donc, elles vont nous faire respectivement voilà, leur retour d'expérience, leur témoignage sur leur retour d'expérience sur les visites guidées, donc déploiement de la stratégie de mise en place de visites guidées dans une destination rurale pour Normandie Sud Eure. Et puis également, Céline nous expliquera la manière dont elle monte son programme d'animation, dont elle a adapté ses visites guidées avec le contexte sanitaire que l'on connaît. Et puis Aurélie, pour Isignomas, nous fera vraiment un zoom spécifique, elle, sur le programme d'animation qu'elle a mis en place, puisque l'Office de tourisme d'Isignomas est vraiment spécialiste, met en place beaucoup d'animations tout au long de l'année. Déjà un certain nombre d'années que vous mettez en place d'anime, et voir comment vous avez réadapté tout ça, comment vous êtes organisé, comment que ce soit dans la construction du programme ou dans l'accueil des publics. Expliquer aux collègues comment ça s'est passé. Là, donc, les filles de Normandie Sud-Eure vont d'abord commencer. Vous pourrez utiliser au niveau des participants le chat pour poser vos questions en cours d'intervention, sachant que moi je vais les récolter et qu'on fera un jet de questions-réponses après le témoignage d'Annabelle et Céline. Vous pourrez également, puisqu'on est en atelier, venir compléter les témoignages d'Annabelle et Céline pour voir éventuellement vous expliquer comment vous avez mis ça en place sur votre territoire, parce que voilà, je vous rappelle, les ateliers réseau, c'est partage d'expérience, on se nourrit les uns et les autres, et du coup, voilà, toute intervention de votre part est la bienvenue pour expliquer comment vous procédez sur les visites guidées. Et puis même principe derrière après le témoignage d'Aurélie d'Isignomas, voilà, si vous avez vous des bonnes pratiques, des bons exemples d'adaptation de vos programmes d'animation, il ne faudra pas hésiter à venir témoigner. Donc on va débuter les 9h34. On va débuter du coup par le témoignage d'Annabelle et de Céline. Je partage l'écran. Et c'est parti. Vous voyez bien l'écran, c'est good? Eh bien c'est parti. Hop. Alors je suis allé un peu vite. Voilà, boum. C'est bon, Annabelle? C'est bon. Bonjour à tous. Je vais vous faire donc une petite présentation rapide de notre territoire. Je suis Annabelle Levrel, directrice de l'Office de tourisme Normandie Sud-Eure. Donc ce territoire en milieu rural, comme vous le voyez sur la petite carte à l'écran. Nous sommes un territoire de 39 000 habitants avec une capitale qui est Verneuil-sur-Avre, qui compte 7 000 habitants, et c'est un territoire qui comporte 41 communes rurales. Donc voilà, nous sommes situés, vous voyez, à 1 heure de Chartres et 1 heure de Versailles, à peu près, aux portes du Perche. D'ailleurs, Verneuil-sur-Avre s'appelait Verneuil-au-Perche avant. Donc en termes de ligne touristique, je vous ai mis quelques chiffres avec une belle photo d'une chambre d'hôtel à Center Parcs, voilà, qui est notre principal hébergeur touristique sur le territoire, puisque Center Parcs compte plus de 4400 lits, voilà, donc sur les 5700 lits marchands que nous avons. Les autres lits marchands, c'est à peu près 300 lits en gîte de groupe, 300 lits en meublé touristique, 100 lits en chambre d'hôte et 200 lits en hôtellerie. Nous avons peu de camping. C'est également 15 000 lits en résidence secondaire. Je le précise parce que c'est un chiffre qui est assez important, et il est important aussi pour le bon fonctionnement de nos visites guidées, puisqu'en fait nous avons quand même une clientèle parisienne.
soit en lit marchand, soit en résidence secondaire, qui fréquentent nos visites guidées. En termes de nuitées, eh bien, on est à 1 230 000 par an de nuitées en hébergement marchand. Donc, surtout contenu dans les chambres et les cottages de Center Parcs. Alors, les forces de notre territoire, c'est la position centrale par rapport à des zones de chalandise importantes que sont Paris, Rouen, Chartres. Mais c'est surtout, et c'est une force importante, nous avons les touristes qui sont déjà présents, que nous n'avons pas besoin d'aller chercher, nous, en tant qu'office de tourisme. C'est les résidents de Center Parcs, avec ces 4400 lits, je vous le disais, un taux d'occupation de 60% à l'année, en sachant que sur les vacances scolaires, on est quasiment à 100% de taux d'occupation. Donc, on a une manne de touristes qui sont à proximité de Verneuil. Center Parcs, c'est à 8 km, dont le challenge pour nous, et même s'ils sont présents, c'est de les faire sortir. Pour ça, nous avons plusieurs actions. Et Verneuil-sur-Avre, qui permet de rejoindre une demi-heure l'office de tourisme et la capitale de notre territoire pour ses résidents. Nous organisons des marchés du terroir sur place qui permet aux résidents de connaître un petit peu nos fermes, nos produits du terroir, et de les faire sortir pour aller visiter les fermes, racheter des produits chez ces producteurs après ces marchés. Et puis nous avons une permanence d'information sur place. Donc ce sont les agents d'office de tourisme qui se déplacent directement sur un comptoir sous la bulle pour informer les clients de Center Parcs de leur tour. Nous avons édité une brochure spéciale qui s'appelle Idées de sortie autour de Center Parcs, qui n'est distribuée qu'à ces clients-là dans les cottages et à la réception pour les inciter à découvrir le territoire, ses lieux de visite essentiellement. Alors, autre force du territoire, c'est notre patrimoine. Et du coup, voilà pourquoi on a misé sur les visites guidées. On a un patrimoine plutôt riche, notamment avec comme force Verneuil-sur-Avre, qui est classée aujourd'hui parmi les 100 plus beaux détours de France, et puis qui est la première ville du département de l'Eure en nombre de monuments historiques. Il faut savoir que la ville a un patrimoine qui date du Moyen-Âge et qui a été épargné par la Seconde Guerre mondiale. D'où ce patrimoine historique important qu'on met en valeur. On a notamment une filière médiévale à développer avec un certain nombre d'édifices, de bâtiments qui sont encore debout. Notamment à Verneuil-sur-Avre, on a la tour grise, qui est l'une des dernières tours de Philippe Auguste, que vous voyez sur la photo en bas d'ailleurs, qui est encore debout et que l'on peut visiter. On a les remparts de l'abbaye Saint-Nicolas qui, elle, se trouve aussi à Verneuil-sur-Avre, qui sont les mieux conservés de toute la Normandie, selon l'architecte des bâtiments de France. On a d'autres ouvrages, des vestiges de mode féodal. On a cette pierre, le grison, qui compose la tour grise que vous voyez sur la photo, qui est une pierre locale qui a servi pour édifier des bâtiments militaires et religieux. On a ce qu'on appelle le Béquet, qui est un ouvrage d'art qui date de Guillaume le Conquérant également, qui permet de diviser les eaux de Lyton en deux pour alimenter des fossés de ville, enfin, etc., etc. La filière médiévale a vraiment un potentiel et on travaille sur cette thématique avec le département et la région pour le développer et proposer une offre auprès de nos touristes. Alors, les clientèles du territoire, c'est celles que l'on voit à l'office de tourisme, que l'on voit dans nos sites de visite, et qui a été aussi pointée lors d'un diagnostic de territoire et d'un schéma de développement touristique. Donc, la clientèle principale, c'est les familles des marchés de proximité, donc de Normandie et d'Île-de-France, que l'on retrouve évidemment à Center Parcs, que l'on retrouve dans les gîtes. Et c'est aussi, par exemple, les petits-enfants d'Île-de-France qui viennent chez les grands-parents
qui sont à la campagne, en Normandie Sud-Est. Voilà. Donc c'est vraiment une clientèle qu'on cible parce qu'elle est vraiment présente sur notre territoire. Vous le verrez à travers les visites guidées que l'on propose quand Céline vous présentera sa mission. Et puis on a une clientèle secondaire, donc les jeunes seniors et retraités CSP+, à qui on propose aussi des visites du patrimoine adaptées à leur désir. Alors, les missions de l'Office de tourisme qui nous ont été déléguées par l'intercommunalité Normandie-Sud-Est sont celles qui sont fléchées en dessous. Je vais vous les lister, en sachant que l'intercommunalité a gardé dans sa compétence tourisme les missions de développement et d'aménagement. Donc nous avons l'accueil et l'information touristique. Je vous le disais, nous avons un accueil à Center Parcs et notre bureau à Verneuil. La coordination entre les acteurs des structures publiques et privées, bon, tout ça je ne vais pas vous expliquer, vous le connaissez. La promotion de l'offre touristique du territoire, le site internet, les réseaux sociaux. Je vous parlais tout à l'heure d'une brochure spécifique Center Parcs. On a le guide touristique, le programme des manifestations, des brochures de découverte du patrimoine aussi. On a du coup la valorisation du patrimoine. Donc c'est sur cette mission-là que Céline va intervenir tout à l'heure, avec la création et l'animation de visites guidées, mais aussi la conception de circuits historiques à faire en visite guidée. Nous avons également la mission commercialisation et l'observation de la fréquentation touristique. Alors l'équipe, c'est une équipe de 4 permanents en CDI. Donc une directrice, une conseillère en séjour qui a la mission d'accueil du public au bureau de Verneuil et la commercialisation, une chargée de promotion et notre guide du patrimoine, Céline Demeul. Il faut savoir que c'est une petite équipe, du coup nous sommes polyvalents, c'est-à-dire que la conseillère en séjour peut faire des visites guidées, la guide du patrimoine fait de l'accueil, la chargée de promotion fait de l'accueil, la directrice fait de l'accueil parfois aussi. Voilà, donc nous avons quelques missions transversales pour venir en renfort de la référente de chaque mission quand il y a besoin. Et puis nous prenons des saisonniers, un agent d'accueil donc, qui gère l'ouverture, l'accueil du public, la billetterie de la Tour Grise, donc ce monument médiéval que nous avons à Verneuil, donc sur la saison donc, des vacances de printemps aux vacances de la Toussaint. Et puis nous prenons aussi des guides du patrimoine en renfort de notre guide du patrimoine permanent, donc plutôt l'été, 1 ou 2 guides selon les besoins. Donc l'Office de tourisme est sous forme associative, nous sommes tous en statut privé. Voilà. Alors, d'où vient l'idée de cette création de poste de guide du patrimoine? En fait, nous avons un territoire déjà avec peu d'offres de visite. C'est une faiblesse. Nous avons le Chocolatrium, qui est une manufacture de chocolat, la manufacture Michel Cluzel, qui fabrique du chocolat de luxe sur notre territoire, qui a une partie muséographique, donc ça c'est une offre. Nous avons un musée Vie et métiers d'autrefois, qui est une autre offre tenue par des bénévoles. Et puis dans les offres de visite, nous avons des fermes. Après, nous avons des activités de loisirs, mais en termes d'offres de visite, nous avons ces quelques sites. Alors que, à côté de ça, on a une richesse patrimoniale importante et qui était non exploitée. D'où l'idée, eh bien, manque d'offres, du potentiel au niveau du patrimoine, l'idée de développer une offre de valorisation du patrimoine. D'abord sur Verneuil-sur-Avre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, puisque c'est la capitale et qui a une richesse indéniable. Et ensuite, vous verrez, Céline vous l'expliquera, mais on a développé des offres de visite pour valoriser le patrimoine de nos autres bourgs. Alors, on a d'abord testé de 2010 à 2014 la création de visites guidées avec des saisonniers donc sur d'avril à septembre, enfin jusqu'aux journées du patrimoine à peu près, donc chaque année, pour voir un petit peu quel type de visite on pouvait mettre en place, pour tester l'organisation et tester un peu le retour du public. Donc ça a été plutôt positif, puisqu'en 2015, nous avons élargi, on va dire, ce poste de mars à décembre, toujours en CDD,
mais sur un temps à 24 heures par semaine. En janvier 2016, donc à la fin du CDD, nous sommes passés à un CDI, toujours à 24 heures par semaine, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait du potentiel encore à développer et que le public était là. Donc quand on était sur la période 2010-2014, on était toujours sur le même type de visite guidée, Tour de la Madeleine, centre historique de Verneuil-sur-Avre. Et puis à partir de 2015, on a commencé à valoriser le patrimoine et développer d'autres offres, d'où l'idée de passer le poste en CDI. Il est ensuite passé en avril 2017 à un temps plein, CDI temps plein. Et donc c'est Céline qui occupe ce poste depuis plusieurs années. Donc, je vous ai mis la fréquentation des visites guidées. Hein. Céline va rentrer dans le vif du sujet hein, sur l'organisation après moi. Voilà, donc je vous ai parlé de cette création de postes, notamment en 2015 où on est passé à un CDD à partir de mars jusqu'à la fin de l'année, puis en 2016 à un CDI et en 2017 à un CDI en temps plein. Voilà, et vous voyez là du coup avec le tableau la progression du nombre de visites, évidemment, et puis du nombre de visiteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la progression, la moyenne de visiteurs par visite. Parce que c'est voilà, on multiplie le nombre de visites, donc forcément on a un nombre de visiteurs plus important. J'ai mon président qui arrive, c'est pour ça que j'ai un petit trou. Oui, 2 secondes, j'ai mon président qui veut me parler. Si vous entendez 2 minutes, j'ai fini. Excusez-moi, donc sur les visites guidées, vous voyez cette progression, voilà, avec une réelle progression en 2018 où Céline a vraiment développé un nombre de visites guidées et on est passé, vous voyez, à un nombre de visiteurs en moyenne de 14 par visite. Il faut savoir qu'on restreint le nombre de visiteurs aussi sur nos visites. Par exemple, on fait visiter une tour qu'on appelle la tour de la Madeleine. On est limité à 9 pour des raisons de sécurité. On limite aussi quelques visites à 25 personnes. Là, c'est plutôt pour avoir une qualité de prestation, pour que nos visiteurs puissent bien entendre le guide, puissent voir tout ce que le guide leur montre. On ne veut pas non plus des groupes trop importants. Alors, on accueille jusqu'à 50, 60 visiteurs par visite quand on a évidemment un quart qui arrive. Là, on prend tout le monde avec un seul guide, mais nous nous sommes munis d'audiophones, ce qui permet à tous les visiteurs de bien entendre le guide. On a vraiment des bons retours par rapport à ce matériel, ce qui nous permet de rester sur un seul guide, même quand on a un grand groupe. Donc voilà, et les chiffres 2020, bon, forcément, sont bien inférieurs. On pensait avoir une réelle progression sur 2020, faisant suite à 2018-2019. On avait d'ailleurs recruté un saisonnier supplémentaire pour pouvoir mener toutes les visites guidées et accueillir l'ensemble du public. Voilà, ça s'est passé autrement. Je vous ai mis les recettes des visites guidées. Alors, il faut savoir que ça ne s'autofinance pas. Donc, nous avons une belle progression là sur 2019. Ça ne s'autofinance pas parce que déjà, ça ne finance pas forcément le guide et ni les prestations que nous achetons. Nous avons notamment 2 grands coûts puisque nous organisons tout l'été des balades en calèche dans le centre historique de Verneuil. Donc nous faisons appel à un prestataire qui vient avec sa calèche, ses chevaux et le meneur. Et puis nous avons un autre prestataire qui intervient, c'est une troupe de théâtre qui vient illustrer les propos de notre guide du patrimoine lorsqu'elle fait visiter l'abbaye Saint-Nicolas. Donc avec ces 2 prestataires, nous dépensons à peu près 14 000 € sur l'année, uniquement pour ces prestataires-là. Mais on ne regrette pas d'avoir fait le pari de ces visites guidées,
déjà pour présenter une offre supplémentaire sur le territoire et valoriser notre patrimoine. Donc une offre adaptée aux deux cibles de clientèle que je vous ai présentées tout à l'heure. Et c'est une offre qui est accessible toute l'année. Nous avons un programme sur les vacances. On va voir que nos visites guidées peuvent être à la demande. Céline étant en attente presque dans les 5 minutes pour faire une visite un peu VIP à un couple qui se présenterait à l'office de tourisme, par exemple. Et l'autre avantage aussi, et les élus ont beaucoup apprécié, notre interco, créé en 2017 en fait. Il y avait plusieurs communautés de communes qui ont fusionné en 2017 et les visites guidées c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de Verneuil, d'autres missions, la santé, la jeunesse, etc. Et la valorisation d'une visite guidée a permis de fédérer quasiment toutes nos communes autour d'un sujet commun. On ne s'est pas focalisé sur un durable, mais sur et, et voilà, on a vraiment apprécié ce travail et ce qui a permis aux élus de travailler aussi ensemble et de prendre conscience de la richesse de leur patrimoine et de la demande de leurs citoyens de mieux connaître aussi leur histoire et leur patrimoine. Donc tout ça est plutôt positif pour nous. On a une reconnaissance aussi du public, hein, notamment de la population locale qui revient, qui est fidèle. Alors c'est un peu un défi pour nous, c'est-à-dire qu'on doit créer de nouvelles visites guidées pour satisfaire la population qui a déjà suivi bon nombre de nos visites. Donc la création de nouvelles visites guidées, c'est un nous avons un certain nombre de visibilités pour les enfants, mais voilà, il y a toujours une demande des grands-parents qui accueillent les petits-enfants pour en découvrir de nouvelles. Donc voilà, tout ça apporte aussi une image positive à l'Office de tourisme par rapport à cette mission-là. Je vais passer la parole donc à notre guide du patrimoine, Céline, pour qu'elle vous explique un petit peu comment tout ça se déroule. Alors bonjour, donc je vais commencer déjà par vous parler un peu de ma formation et des missions à l'Office de tourisme. Donc moi j'ai 2 licences, une licence d'histoire, une licence d'histoire de l'art. Après j'ai fait un master recherche en histoire de l'art et un master professionnel donc, qui s'appelle développement culturel et valorisation du patrimoine. Alors, à l'Office de tourisme, donc comme Annabelle l'a expliqué, on est un peu multitâche, on est assez polyvalente. Donc, j'ai plusieurs missions. Donc, la principale, c'est bien sûr de guider les visites pour les individuels et pour les groupes. La seconde, c'est de créer des visites guidées pour tous les publics. Et ensuite, donc, ça va être de créer des supports de visite libre, donc des petits circuits de ville, des livrets-jeux à faire pour les enfants, et puis également aussi certaines fois des audio-guides pour Verneuil, par exemple. J'aide également ma collègue de temps en temps à élaborer les affiches pour la promotion des visites guidées. Et puis, je vais aussi régulièrement à l'accueil, donc que ce soit à l'accueil de l'Office de tourisme, mais aussi l'été, je suis présente à Center Parks 1 à 2 fois par semaine, donc pour faire la promotion également du territoire. On va revenir sur la mission principale déjà qui est de réaliser et de créer des visites guidées. Donc, j'ai maintenant 6 ans d'ancienneté à l'Office de tourisme. Donc, ça permet d'avoir un petit peu de recul aussi sur la façon dont les visites se sont développées. Puisque donc, quand je suis arrivée en 2015 à l'Office de tourisme, il y avait 5 visites existantes sur Verneuil-sur-Avre et 2 autres visites sur les petits villages de l'Interco. Alors, Verneuil, comme Annabelle l'a dit, c'est vraiment la ville principale qu'on met en valeur. C'est la ville qui a le plus de patrimoine et c'est là que les touristes viennent principalement. Puisque sur les autres visites, en dehors de Verneuil,
on peut constater en fait qu'on n'a aucun touriste. Ça ne va être que des locaux sur ce type de visite. Donc, voilà, 6 ans après mon arrivée à l'Office de tourisme, on est passé donc à 15 visites sur Verneuil-sur-Avre et 11 visites sur les autres villes de l'Interco. Alors, par rapport aux visites à Verneuil, donc Annabelle a beaucoup parlé de la calèche aussi. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'il y a les balades en calèche dans Verneuil. Donc, l'été, ça représente 3 jours par semaine avec donc 7 visites guidées par jour. Donc, c'est des visites qui durent 40-45 minutes à chaque fois et qui plaisent beaucoup parce qu'elles sont adaptées à tous les publics. Donc, on a à la fois des familles avec des jeunes enfants qui apprécient le contact avec les chevaux. Et puis, on a aussi des personnes âgées qui ne peuvent plus marcher, qui arrivent à monter dans la calèche pour pouvoir suivre la visite. Donc, voilà quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, à Verneuil, on fait la visite classique de la ville à pied. Il y a la visite de la tour de l'église Sainte-Madeleine, comme Annabelle l'a dit, et la visite de l'abbaye Saint-Nicolas. Donc, à partir de tout ça, on a essayé de développer d'autres visites. Notre cœur de cible, c'est les familles d'abord. Donc, beaucoup de visites ludiques, donc avec des énigmes. Donc, j'ai pu ainsi créer des visites, notamment à l'abbaye Saint-Nicolas. Et donc, on a 2 types de demandes. Alors, on a beaucoup de visites pour les 7-12 ans. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des parents, des grands-parents qui venaient avec des enfants un petit peu plus jeunes et qui nous réclamaient des visites adaptées pour les plus petits. Donc, on a développé aussi une visite pour les 4-6 ans à l'abbaye Saint-Nicolas et on développera peut-être une autre prochainement pour la ville. Alors, tout au départ, c'était de s'approprier un peu quand même le patrimoine de Verneuil, parce que ça fait quand même beaucoup de contenu par rapport à tous ces monuments historiques. Une fois que j'ai bien maîtrisé tout ça, ça a permis de pouvoir développer ces visites pour les enfants. Et puis après, donc à partir de 2017, c'est vrai qu'on s'est un peu intéressé quand même aux autres villes autour de Verneuil pour développer des visites guidées. Alors pour ces nouvelles visites, ça va être vraiment de la visite classique. Pour les adultes, on a très peu de familles aussi sur ces visites et comme j'ai dit, c'est beaucoup de locaux. Après, on a essayé de développer aussi des visites un peu insolites ou très ludiques. Donc, ça passe par les visites théâtralisées, par exemple, aussi à l'abbaye Saint-Nicolas. Et pour les visites de bourg, on avait développé une visite guidée en voiture ancienne, donc tout un circuit avec des étapes, par exemple. Alors, par rapport au public donc, de ces visites, je vous disais, Verneuil, c'est le cœur des visiteurs. Donc, ça représente à peu près 50% de locaux, 50% de touristes l'été. Alors, sachant qu'en fait, je me rends compte quand même que les chiffres sont un peu biaisés parfois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils viennent du 27, mais ce sont en fait des grands-parents qui ont des petits-enfants qui sont de région parisienne ou qui sont d'ailleurs. Donc, ils ne le précisent pas en fait quand ils réservent, ils nous disent on est de Verneuil, on est des alentours. Et donc, sur les autres visites, les visites de bourg, de village, on n'est vraiment que sur des locaux. Alors, c'était un peu un pari aussi au départ que de développer ces visites parce que c'est parfois vraiment des toutes petites communes, des tout petits villages. Donc déjà, il faut trouver des choses à dire, le patrimoine à montrer. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'est des visites qui plaisaient énormément que d'aller dans ces petits villages puisque à chaque fois, on est complet. On est obligé de prendre plus de 30 personnes sur ces visites alors qu'on essaye de limiter quand même pour le confort des visiteurs. Et voilà pour le développement de ces visites. Alors en fait, le fait que je sois tout le temps à l'office de tourisme, au bureau ou à l'accueil, ça a donné naissance à un nouveau type de visite guidée. Annabelle en a un peu parlé. C'est les visites à la demande. Donc c'est-à-dire qu'en fait,
quand on a des personnes qui arrivent à l'accueil de l'office, qui veulent visiter la Tour de la Madeleine ou la ville et que je suis là, eh bien, on peut organiser une visite dans les 5 minutes si je suis disponible. Et donc, là, les personnes, voilà, bien sûr, ce n'est pas le même tarif que la visite organisée voilà, à l'avance, mais les gens peuvent avoir donc leur visite guidée le jour et l'heure qui les intéresse. Donc, on a développé ça, on a même fait un livret par rapport à ça. Donc, maintenant, on a plusieurs types de visites à la demande comme ça, donc de la ville, de la Tour de la Madeleine, de l'abbaye Saint-Nicolas. Et ça peut même se faire dans les autres villages également. Et donc, ces visites à la demande ont ensuite donné naissance à un autre type de visite, c'est les visites VIP. Donc là, on est allé un petit peu plus loin encore dans le concept. Alors, il y a 2 types de visites VIP. La visite VIP à pied. Et puis, comme on a notre prestataire de calèche, on a proposé aussi la visite VIP, alors pas en calèche, mais en carrosse. Donc, il sort son beau carrosse qu'il utilise pour les mariages, pour nos visites guidées. Alors, le principe, en fait, de ces visites VIP, c'est que comme je connais bien maintenant le patrimoine de Verneuil, je prends les clés de tous les monuments. On prend 3 heures avec les visiteurs et je leur demande ce qui les intéresse le plus, ce qu'ils ont envie de visiter, s'ils ont des exigences. Donc, par exemple, il y en a certains qui ne veulent pas monter de marche d'escalier, donc on évitera d'aller dans la Tour de la Madeleine. Il y en a d'autres qui s'intéressent vraiment au patrimoine médiéval, donc j'axe ma visite sur le Moyen-Âge. Et j'ai eu par exemple une demande de personnes qui voulaient faire que l'abbaye Saint-Nicolas, donc on est resté 3 heures dans l'abbaye Saint-Nicolas à faire le tour complet du monument. Cette visite, elle nous permet aussi de mettre en valeur les producteurs locaux, puisque je propose toujours un moment de dégustation des produits locaux. Ça permet de faire une petite pause dans les 3 heures de visite également. Donc ça, c'est des visites qu'on fait quand même aussi régulièrement dans l'année. Bon, le carrosse, en général, c'est 1 à 2 fois dans l'année quand même qu'il est demandé. Et c'est souvent des cadeaux en fait, que les personnes des locaux font à des amis ou à de la famille. Alors, concernant les visites guidées, donc il n'y a pas que les visites pour les individuels, il y a aussi les visites pour les groupes. Donc, on commercialise maintenant depuis quelques années, je ne sais plus depuis quand exactement. Et il y a aussi les visites sèches. Alors, on a quand même beaucoup de demandes aussi d'associations locales pour des visites de Verneuil, mais également maintenant pour ces visites de bourg. Et donc, on a des associations en fait, qui nous demandent dans l'année 3-4 visites de bourg différentes pour caler dans leur planning de visite. Alors, toutes ces visites guidées, bien sûr, en fait, elles ont demandé quand même, elles demandent une bonne adaptation en fait aux différents types de publics, puisque voilà, j'ai affaire un peu à tout le monde, aux familles, aux scolaires, aux couples. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Moi, après, on le sait avec l'expérience aussi qu'il y a des personnes, en fait, qui veulent la visite de la Tour de la Madeleine, c'est juste pour monter en haut et avoir le point de vue. Mais à contrario, j'ai des personnes qui sont très pointilleuses par rapport à ce que je vais dire aussi. Et donc, voilà, il faut pouvoir s'adapter, notamment sur les visites à la demande et les visites VIP. Alors, en parlant d'adaptation, on va pouvoir parler aussi de l'adaptation au contexte sanitaire actuel. Donc, en fait, on est parti un peu de l'idée du principe des visites à la demande, donc au mois de mai, quand on a pu reprendre les visites. Alors, au mois de mai, on a pu faire les visites de la Tour de la Madeleine et de l'abbaye Saint-Nicolas, rentrer dans les monuments, donc en tout petit comité. Et donc, on a proposé ces visites aux personnes d'un même foyer. Donc, on ne mélangeait pas les visiteurs au départ. L'été, ça a pu redémarrer avec l'augmentation du nombre de visiteurs, avec des petits groupes, mais il a fallu quand même qu'on multiplie le nombre de visites parce que on est quand même restreint en fait sur le nombre de visiteurs. Donc pour vous donner une idée, l'été, pour moi, c'est 15 visites par semaine en juillet-août. Donc l'année dernière, on était sur une dizaine par semaine. Le second saisonnier qui revient tous les étés, lui, fait 12 visites par semaine. Bon, sachant qu'il y a les journées de calèche, où je l'ai dit tout à l'heure, c'est 7 visites par jour. Et puis en 2020, on avait quand même un troisième saisonnier avec nous
qui a pu faire aussi donc, ces visites à la demande, répondre voilà, aux demandes, avec donc, des visites programmées sur les week-ends de juin également. Alors pour les vacances de la Toussaint, on est resté un peu sur le même principe que l'été jusqu'à ce qu'on soit confiné. À Noël, on n'a pas pu faire de visite. Et là, donc, on est reparti encore sur cette idée de visite à la demande. Donc, moi, je reste à l'office de tourisme. On a mis des horaires et les personnes viennent réserver. Donc là, actuellement, on ne peut faire que des visites à l'extérieur. C'est limité à 5 personnes. Et donc, au choix, c'est ou la visite de ville classique ou la visite de ville de façon ludique pour les familles. Donc, c'est ce que j'ai fait le plus là, pendant les vacances scolaires, c'est les visites sous forme d'énigmes pour les enfants, avec pas mal de grands-parents qui gardaient leurs petits-enfants. Donc, voilà pour l'adaptation au contexte sanitaire. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour la création d'une nouvelle visite guidée pour moi, comment je procède. Alors, maintenant que j'ai quand même de l'expérience, quand c'est une nouvelle visite à faire sur Verneuil, il n'y a pas de recherche historique à faire où j'ai juste à remettre le nez dans 1 ou 2 livres, mais je sais exactement où chercher. Donc, en fait, ça ne me prend pas très longtemps, ça me prend 1 semaine. Alors, quand je dis 1 semaine, je ne fais pas d'accueil à côté ou je ne fais pas autre chose à côté, je ne fais vraiment que ça. Et puis, souvent, c'est plutôt des visites ludiques, donc il va falloir acheter quand même du matériel et voilà, développer un peu le circuit. Alors, par contre, quand c'est un site que je ne connais pas du tout, donc comme voilà, les petits villages qu'on a dans l'Interco, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que souvent, en plus, il n'y a pas de livre qui existe. Donc, il va falloir aller faire un petit tour aux archives. Alors, en fait, en général, ce qu'on fait avec Annabelle, c'est qu'en début d'année, on se fixe un objectif de création de plusieurs nouvelles visites de bourg. Donc, quand je vais aux archives, je mutualise, je cherche en même temps pour plusieurs villes, plusieurs villages, voilà, les informations. C'est pareil quand je vais à la bibliothèque. Comme ça permet de rassembler quand même pas mal de contenu. Et puis, c'est vrai que du coup, les informations en général, j'en ai plus que ce qu'il faut pour les visites, puisque là, on est sur des visites, pour les visites de bourg, des visites classiques où on présente un peu tout le patrimoine. Mais l'idée, ça va être de pouvoir aussi faire éventuellement des thématiques, comme mettre en valeur le médiéval. Donc, comme ça, j'ai toutes les infos sous le coude aussi. Et puis, j'ai quand même pas mal d'habitués sur les visites guidées de bourg qui reviennent d'une visite à l'autre, qui sont très demandeurs et qui eux-mêmes m'apportent régulièrement à l'office de tourisme des documents, des informations qu'ils possèdent. Donc, en fait, j'ai quand même beaucoup de classeurs, une grosse base de données d'informations historiques sur le patrimoine que je peux utiliser après voilà, pour les visites, pour développer de nouvelles thématiques, pour développer pas mal de choses. Alors, une fois que j'ai pas mal d'infos historiques, généralement, voilà, je vais rencontrer des personnes de la ville, du village, donc les élus, des associations qui mettent déjà en valeur certaines parties du patrimoine ou des passionnés de patrimoine, ce qui me permet voilà, de voir un peu ce qui est le plus intéressant, d'avoir leur point de vue aussi. Et ça me permet donc de réfléchir après au circuit de visite et à la création de mes commentaires. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'il arrive parfois que ces personnes locales qui font eux-mêmes des visites de certains éléments du patrimoine soient vexées qu'à l'office de tourisme, on propose des visites alors qu'eux le font. Donc dans ce cas-là, en fait, ces personnes, je les intègre sur ma visite guidée. Donc, ils vont présenter, par exemple, une statue qui leur tient à cœur ou présenter une partie de l'église qui leur tient à cœur. Faut que je puisse quand même voilà, ne pas vexer les personnes qui sont habituées à présenter le patrimoine sur ces villages. Une fois qu'on a créé en fait les visites guidées, généralement on les teste, surtout les visites pour les enfants, voir si ça fonctionne bien, voilà, avoir des retours. Donc on les teste, je la teste auprès des collègues, des enfants des collègues. Parfois on fait des visites aussi avec les élus pour avoir leurs avis tout simplement.
quand on fait les visites devant public, les premières visites, souvent on donne un questionnaire de satisfaction. Donc ça marche pour les individuels, c'est le même questionnaire des fois qu'on a pour les groupes. L'idée, c'est d'avoir un retour des visiteurs par rapport à la visite, à leurs attentes, aux tarifs des visites, à la durée, voilà, pas mal de questions comme ça. Et c'est vrai que ça a permis de modifier certaines choses aussi sur les visites et de les adapter au mieux à la demande du public. Et puis, j'ai quand même pas mal de retours de visiteurs aussi en fin de visite qui me disent déjà ce qu'ils ont pensé de la visite. Et puis, l'agent d'accueil aussi de l'Office de tourisme a souvent des retours de personnes qui ont apprécié les visites et qui viennent lui dire. Alors, une fois que toutes mes visites sont créées, vu que c'est sur le temps de travail de l'Office de tourisme, je rédige tout, je mets tout au propre, je crée le plan des visites, je mets toutes les infos en fait sur le réseau de l'Office de tourisme et la visite guidée est rédigée et devient la propriété de l'Office de tourisme. Voilà, je ne garde pas les visites pour moi. Et je crois que je suis à peu près tout dit de ce que j'avais à vous dire par rapport à ces missions. Oui, voilà. Bon, une fois testé, approuvé. Merci beaucoup Annabelle et Céline. Alors, il y a eu quelques questions qui sont arrivées dans le chat pendant vos interventions. Alors, c'était pas mal sur des éléments pratico-pratiques. Sur le budget annuel consacré à la création des visites, l'achat de matériel, il est de l'ordre à peu près. Alors, Annabelle, ton micro est coupé. Voilà. Vous m'entendez, c'est bon? C'est bon. Pour l'achat de matériel, ce qui nous a coûté le plus cher, c'est l'investissement dans les audiophones. Donc avec 2 micros et 60 oreillettes, là, du coup, on a amorti sur plusieurs années, mais ça a été un coût de 6 000 €. Voilà. Sinon, chaque année, c'est du petit matériel qu'on achète. Il faut compter 200, 300 € de budget, pas plus. Céline, qu'est-ce que tu as déjà acheté? On a déjà acheté des petits lampions, du matériel de décoration des fois. Oui, des décorations pour des visites thématiques à Halloween. Après, c'est beaucoup de papiers différents pour imprimer des livrets. Des crayons à papier qu'on renouvelle régulièrement. Des cadenas, des coffres pour les visites sous forme de chasse au trésor. Ce genre de matériel. Donc, c'est pas très cher en général. Et puis on achète sinon des produits du terroir, notamment pour les visites VIP, pour faire déguster un peu les boissons, les sucreries ou les petites choses salées du territoire. Et on a des petites sucreries locales aussi dans le cadre des visites enfants. Par exemple, on a une visite qui s'appelle À la recherche des nonnettes, qui permet de découvrir l'abbaye Saint-Nicolas pour les petits de 4-7 ans. Et les nonnettes étaient une petite madeleine, on va dire, qui était fabriquée à l'abbaye par les bénédictines. Donc on en fait faire par un producteur local. Et donc ça, c'est un coût, mais bon, c'est pas énorme. Et on en offre à la fin de la visite aux enfants. Donc le budget par an est pas voilà, 500, pas plus, quoi. 500 Okay. Ouais, donc ça reste des budgets assez limités et accessibles pour tout le monde, quoi. Ouais. Au niveau sur le volet toujours économique, 2-3 fois c'est revenu, la politique tarifaire. Est-ce qu'il y a, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une politique tarifaire différenciée entre les visites dites classiques, entre guillemets, et les visites VIP ou à la demande. Quel est le tarif à peu près de vos visites, s'il vous plaît? Alors pour les visites programmées à une heure précise, là on demande sur l'ensemble de nos visites 4 € par personne. C'est des visites qui durent 1 à 2 heures. Pour ces mêmes visites, quand c'est un groupe, on a un tarif groupe qui est de 3 € par personne. Voilà. Et pour les visites à la demande, on demande en fait un minimum forfaitaire. Par exemple, pour visiter la Tour de la Madeleine, c'est une visite qui dure 1 heure, on demande 15 € minimum. Donc qu'il soit 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Et après, on rajoute 3 € par personne supplémentaire.
Pour une visite de 2 heures du centre historique ou de l'abbaye Saint-Nicolas, on demande un minimum forfaitaire de 30 euros. Voilà. Ça représente voilà, le coût de mise à disposition du guide auprès de ce public. Après, les visites VIP, alors là, on est forcément avec le carrosse, on est beaucoup plus cher. Hein, on a une visite très très VIP, puisqu'on est à 320 euros le forfait pour 4 personnes. Et la visite VIP à pied, on est à 60 euros. C'est le minimum forfaitaire pour 3 heures de visite avec des produits du terroir à déguster. C'est pas excessif pour avoir un guide à disposition toute une matinée, rien que pour soi, et avoir l'avantage d'entrer dans des monuments où il ne pourrait pas rentrer sans le guide. Mais en effet, c'est vraiment accessible hein, pour une famille, 60 euros en privé pour une matinée. C'est vrai que vous êtes pas cher. La durée, alors j'ai des questions sur la durée moyenne des visites. Alors je pense que là, en effet, c'est variable. Comme tu le dis, il y a des forfaits sur 3 heures. Mais alors, du plus court au plus long, vous êtes bien. Alors, la visite pour les enfants, les 4-6 ans, elle est assez courte, hein, c'est 45 minutes, 1 heure. Après, les visites famille pour les 7-12, on est autour d'1 heure et demie en général. Après, les visites classiques de la ville ou des villages alentours, c'est toujours 2 heures de visite. Et puis la calèche, par exemple, donc c'est 40-45 minutes la visite. La visite de la Tour de la Madeleine, c'est 1 heure. Et la visite de l'abbaye Saint-Nicolas, c'est 2 heures. Donc voilà, on est toujours entre 1 et 2 heures de visite. Dans la salle de visio, est-ce qu'il y a d'autres structures qui proposent ce type de visite vraiment à la demande, à l'instant T, les gens qui arrivent et hop, on a la possibilité de mobiliser une personne pour aller faire de la visite ou du VIP? Est-ce que vous, dans vos structures, vous avez l'habitude de rencontrer, d'organiser ce type de visite? Parce que moi, quand je suis allé rencontrer certains offices, c'était quelque chose qui m'avait frappé. C'était des choses qu'on n'est pas habitué de voir. Et du coup, est-ce que Anne-Laure Donfront, oui, a priori, tu peux témoigner, tu peux ouvrir le micro. On t'entend pas. Autant pour moi, j'étais pas sur le bon bouton. Bonjour tout le monde. Oui, ça a été justement notre décision là pour 2020, c'est-à-dire de proposer à la demande tous les sites. Donc avec un minimum quand même de 3 à 4 personnes, parce qu'il faut que ce soit valable. Mais oui, toutes nos visites guidées sont disponibles à la demande. Donc si 4 personnes se pointent pour venir faire la visite d'un des sites du pays de Donfront, eh ben, il n'y a pas de souci. Si je suis à disposition, on est parti. Mais je note le côté forfait là, qui est pas mal du tout. Je voulais d'ailleurs savoir si ça fonctionne bien, le forfait que vous avez mis en place. Si j'ai bien compris, donc quand quelqu'un arrive, vous avez un forfait pour, imaginons, la visite de Verneuil. Et est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que les gens rechignent à payer ou voilà, comment ça se passe? Les gens comprennent plutôt bien que, voilà, comme c'est à la demande, c'est eux qui choisissent l'heure, qui choisissent le jour. Ils ont un guide pour eux seuls, en fait, ils soient en couple, en famille. On n'a pas de remarques négatives sur le tarif minimum présenté. Sinon, après, ils ont le choix de s'inscrire à une visite à date programmée qui est à 4 euros si vraiment c'est un souci, le tarif est un souci. Céline, tu peux peut-être conforter mes propos. Généralement, ils nous disent qu'en fait, 15 euros, c'est pas cher pour visiter la Tour de la Madeleine comme ça, sur le pouce, quoi. Ils sont plutôt même étonnés, même les visites VIP, ils nous disent que c'est pas si cher que ça par rapport à ce qu'il y a à voir, par rapport à ce qu'on leur fait déguster, etc. Donc, moi, je trouve que les retours par rapport au forfait, ils sont quand même plutôt positifs, effectivement. Après, c'est ma collègue à l'accueil qui l'explique bien en personne que voilà, c'est un forfait et parce que c'est vraiment pour eux, c'est eux qui ont choisi la date, c'est eux qui ont choisi l'heure. Donc,
que c'est normal que ce soit un peu plus cher. Mais non, ça fonctionne bien. Et donc, ces visites à la demande, ça permet de proposer des visites en dehors des vacances scolaires, parce qu'en dehors des vacances scolaires, on n'a pas de programme de visite guidée parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Mais on peut avoir quand même un couple qui se balade à Verneuil hors vacances, qui est en camping-car, qui a loué une chambre d'hôte, etc. Et voilà, ça fait une offre de visite qu'ils apprécient grandement. Après, il faut savoir qu'on a édité des brochures qui permettent de découvrir le patrimoine de plusieurs bourgs. Donc, ils peuvent aussi visiter les bourgs Verneuil, Breteuil, Danville, etc. En visite libre par eux-mêmes, en suivant un circuit. Ils ont la brochure qui leur explique l'histoire du bourg et les édifices rencontrés sur le circuit. Donc là, c'est gratuit. Voilà. Donc, il y en a, on va dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et on a fait aussi pour les enfants, du coup, en dehors des vacances, toute l'année, des enquêtes sur papier. Donc, c'est un livret qu'on donne gratuitement aussi. On en a fait dans plusieurs bourgs. Voilà, donc si on est fermé un dimanche, on a des boîtes sur la façade de l'office de tourisme où on trouve la brochure du circuit historique et l'enquête à Verneuil. Donc les gens peuvent quand même visiter Verneuil, découvrir le patrimoine avec les commentaires, sans la présence du guide, de façon gratuite et à tout moment. Voilà. Dans les témoignages également, pour clôturer là-dessus, sur les visites VIP, Pont-de-Mer, Marine, est-ce que tu veux prendre la parole une petite minute pour expliquer comment vous procédez? Non, a priori. Marine, mon neveu, tu as indiqué dans le chat. Pas de micro. Ah, pas de micro. Ok, bon, pas grave. Voilà, sur Pont-de-Mer, il propose ce type de visite et du coup, bah, si vous voulez échanger entre collègues, bah, pourquoi pas. Vous savez qu'à Ponto, on le fait. Une dernière, deux, trois petites questions avant de passer au témoignage suivant sur Orbec, Delphine. Y a-t-il une vraie différence de clientèle entre les visites au forfait et les classiques, exigences historiques par exemple? Oui, quand même, effectivement. Sur les visites classiques, j'ai plus de personnes, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour la tour de la Madeleine, qui veulent juste monter au sommet de la tour, voir la vue, que sur la visite à la demande, ils sont en général beaucoup plus intéressés par le patrimoine. Après, ils ne sont pas forcément plus exigeants, sauf effectivement sur les visites VIP, où là, bah, comme je leur laisse le choix, évidemment, ils sont plus exigeants, oui. Et sur les visites de groupe, c'est encore une autre clientèle. Les groupes, c'est des groupes seniors, 3e, 4e âge, qui viennent d'Île-de-France à la journée sur le territoire. Donc, ils ont plusieurs visites. Hein. Il peut y avoir un musée, une ferme, et puis il y a le restaurant le midi. Donc là, tu peux parler de cette clientèle, Céline, qui est encore un peu différente. Bah, souvent, oui, sur ce type de visite, c'est plus des personnes qui viennent se promener et qui sont moins intéressées par le patrimoine. Bon, il y en a quand même, hein, mais donc là, ça va être des visites où va falloir être beaucoup plus dans l'anecdotique, beaucoup plus blaguer pour les intéresser. Et puis, encore une fois, s'adapter aussi pour les groupes. C'est vrai que des fois, il y en a qui ne marchent pas du tout. Donc, aussi essayer de trouver des raccourcis dans la ville pour adapter et le discours et le tracé de la visite sur ce type de clientèle. Dernière petite question, la gestion, le fait des guides conférenciers indépendants à proximité de vous, est-ce qu'il y a des guides conférenciers sur le secteur? Et si oui, comment vous travaillez soit ensemble ou vous gérez les offres vis-à-vis comment vous travaillez en lien, vous êtes en lien?
Alors non, 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 on s'était renseigné à l'époque de la création de ce poste. On n'a pas de guide conférencier, personne ne s'est jamais présenté. Sur Évreux, ils prennent des guides vacataires. Certains doivent avoir la carte. Mais non, ça n'a jamais posé de souci parce qu'on est en manque de compétences, on va dire, et de guides conférenciers sur notre secteur. Ok, très bien. Donc en tout cas, bah, merci, un grand merci Annabelle et Céline de votre témoignage. En tout cas sur la question voilà, des visites guidées, la mise en place des visites guidées dans un office de tourisme en milieu rural, c'est vrai que c'est des choses qui étaient nous dont on recherchait des témoignages parce que vous êtes quand même un paquet d'offices de tourisme qui sont en milieu rural, qui n'ont pas forcément mis en place ce type de dispositif. On a l'habitude de les rencontrer bien entendu dans les grandes villes, en milieu littoral. Et c'est vrai que votre témoignage me paraissait hyper intéressant parce que ça peut donner des idées aux territoires ruraux, de voir que c'est générateur d'attractivité. Hein. Quand je vois sur la présentation, là, si je reprends le nombre de visiteurs que vous avez accueillis en 2019, là, 5700 personnes accueillies dans les visites guidées. En 2019, c'est hyper intéressant. On voit que c'est des points de contact aussi avec les clientèles hyper enrichissants. Et du coup, voilà, je pense et j'espère que ça pourra inspirer les offices de tourisme en milieu rural, notamment, qui se posent des questions sur le développement des visites guidées. En tout cas, de ne pas hésiter, je pense, à prendre contact avec Annabelle et Céline pour échanger là-dessus. C'est tout l'intérêt des ateliers réseau, de faire du partage d'expérience. Et puis, il y a Marine aussi à Pont-de-Mer qui disait n'hésitez pas à la contacter après la réunion pour savoir comment elle met en place ses visites VIP. Donc, merci beaucoup Annabelle et Céline. On va passer à Aurélie sur l'office de tourisme d'Isigny-au-Mas dans le Calvados, qui elle va nous parler du programme des animations, la manière dont elle a plutôt réinventé les animations qui sont mises en place sur le secteur d'Isigny-au-Mas. Donc, je te laisse la parole et puis je vais partager l'écran. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc moi, je suis Aurélie, je suis directrice adjointe de l'Office de tourisme d'Isigny-au-Mas et en charge du pôle animation, donc individuel et groupe. Et donc, voilà, on a un programme d'animation assez chargé que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc, je vais commencer déjà par notre destination. Donc, Isigny-au-Mas, on se trouve vraiment sur l'ouest du Calvados, donc à la limite du département de la Manche. Donc, en 2017, avec la réunification des différentes intercoms, on a eu donc 3 intercoms qui ont fusionné. Donc, l'intercom plus au sud de Balleroy-le-Mollet-Litry, dont je faisais partie, voilà, avec la forêt de Cerisy. On a toute la partie littorale est avec la partie Omaha Beach. Et la partie ouest de l'ancien territoire, Isigny-sur-Mer, Grand-Camp-Mézy, donc tout ce qui est le port de pêche et le terroir. Donc en fait, on a au final aujourd'hui un territoire qui est composé de 59 communes, donc ça représente 7000 personnes, habitants, et une diversité au niveau de notre territoire. Voilà, donc on n'a pas vraiment de grandes villes comme on peut avoir à côté, comme Bayeux ou Saint-Lô. Mais on va avoir des petites communes et nous, vraiment, notre point fort, voilà, on a 3 axes. Donc, le premier, ça va être forcément la partie historique avec la plage d'Omaha Beach et la thématique du débarquement. Donc, on a des sites phares comme le cimetière américain de Colville-sur-Mer. On va avoir le site de la Pointe du Hoc, le cimetière allemand de la Cambe et énormément de musées sur notre territoire. On va avoir un patrimoine naturel, donc ça va vraiment être aussi un autre atout très fort chez nous. Donc, avec une diversité au niveau des paysages que l'on exploite. Donc, on va avoir toute la partie littorale, la plage. On va avoir aussi, on est sur le secteur de la BDV, donc entre la Manche et le Calvados.
On va avoir on fait partie du parc des marais du Cotentin et du Bessin sur la partie donc Bessin, avec un marais qui fait à peu près 2200 hectares qu'on appelle le marais de l'Or. Et on a en autre grand point naturel la forêt de Cerisy, une réserve naturelle nationale de 2130 hectares. Voilà. À côté de ça, bien sûr, on a aussi les autres paysages, bocage. Il nous manque juste la montagne pour l'instant. Et l'autre point fort de notre territoire, ça va être bien le terroir. Donc on a la chance voilà, d'avoir de très très bons produits. On a la plus grosse entreprise de notre territoire qui est Isigny Sainte-Mère, que beaucoup connaissent avec le beurre, la crème, le fromage. Et également, donc, en découlent les caramels d'Isigny. Un bon atout aussi. On va avoir les parcs ostréicoles, le port de pêche de Grand-Cormézy, avec notamment la coquille Saint-Jacques. Et puis après, bien sûr, voilà, tous les autres produits locaux, produits cidricoles et autres produits fermiers. Donc voilà, c'est vraiment les trois entités, en fait, les trois thématiques phares, en fait, que l'on développe sur notre territoire. Au niveau des hébergements, donc en fait, on est voilà, comme vous voyez sur la diapo, à plus de 15 000 lits touristiques. On a pas mal de campings, donc c'est vraiment un atout chez nous, peut-être un peu moins de chambres d'hôtes. On a également bien sûr des meublés. Donc ça représente, voilà, en 2019, c'était un petit peu plus d'1,8 million nuitées touristiques. Et en 2020, bon, avec la situation sanitaire, ça a légèrement baissé, on était à près de 1,5 million. Donc, ça représente à peu près 7% des nuitées du Calvados. Au niveau donc, de la fréquentation de notre territoire, donc on a en fait en fonction des sites, par exemple sur le littoral, notamment côté Omaha Beach, on va avoir une clientèle plutôt étrangère, notamment en 2019. Voilà, Omaha Beach accueille beaucoup forcément d'anglophones, donc on avait énormément d'Américains, d'Anglais, mais aussi beaucoup d'Espagnols qui sont arrivés sur notre territoire. Et le reste du territoire, voilà, la partie plutôt intérieure des terres et la partie terroir, ça va plutôt être une clientèle française. Sachant que dans les clientèles françaises, ce qui en ressort, c'est que voilà, on a les Parisiens qui vont arriver en tête. Ensuite, on va avoir les Hauts-de-France et ensuite, ça va être plutôt les Pays de la Loire. On va dire les trois régions qui vont venir chez nous. Et au niveau des types de clientèle, c'est comme voilà, sur Verneuil, c'est quand même une clientèle plutôt familiale. Donc des familles recomposées, des petits groupes, hein, et aussi bien les grands-parents avec leurs petits-enfants, sachant qu'on a aussi beaucoup de résidences secondaires sur le littoral. Donc voilà, on accueille quand même une clientèle plutôt familiale, la clientèle plus jeune. Voilà, il faut qu'on arrive à la faire venir, donc on essaye d'y travailler. Au niveau de l'office de tourisme, donc l'office de tourisme d'Isigny-Omaha, donc voilà, est assez récent, parce qu'il date de 2017. Donc il n'est pas encore classé. Voilà, c'est un projet. Donc on est géré par voilà, par l'intercom d'Isigny-Omaha, donc on est en SPA. On a 12 salariés, donc 7 ETP, qui sont répartis dans 4 bureaux, et en renfort, on a environ à peu près 5 saisonniers. Donc au niveau de nos bureaux d'information, ils sont vraiment voilà, dispersés sur ce territoire. Donc on va avoir Isigny-sur-Mer, Grand-Cormézy. Donc Grand-Cormézy, c'est l'un des bureaux les plus importants, parce qu'en fait, il se trouve sur le port de pêche. On va également avoir le secteur d'Omaha Beach, avec une fréquentation plus forte en période estivale. Et puis à l'intérieur des terres, la maison de la forêt Montfiquet, voilà, sur la partie plutôt sud, et donc on se trouve en forêt de Cerisy. L'office de tourisme gère également un hébergement, un gîte d'une dizaine de personnes sur la commune de Virville-sur-Mer, donc sur le littoral.
Donc voilà, c'est une action supplémentaire en fait à toutes les autres missions de l'Office de tourisme, qui sont bien la partie principale, bien sûr, l'accueil des visiteurs, mais aussi une partie animation qui occupe une bonne partie des salariés, donc animation individuelle et animation groupe. On a également toutes les activités sportives, et après on va également avoir un pôle communication qui va développer bien sûr le site internet, les réseaux sociaux, toutes les brochures papier, une chaîne YouTube et j'en passe. Après, donc les équipements, ça va être voilà, tout ce qui est l'hébergement, le gîte. On va avoir un pôle taxe de séjour et un pôle événementiel. Voilà, donc on a une personne qui est arrivée il y a 3 ans, 2 ans et demi, pour développer l'événementiel sur notre territoire, donc avec des grands événements type le D-Day Festival, le Festival des randos, donc créé plutôt sur le sud du territoire. On a également voilà, des challenges le challenge intercommunal, donc des événements sportifs, mais également des événements culturels. Voilà, donc elle s'occupe autant de la partie sportive, culturelle et touristique. Au niveau des projets en cours là pour 2021, donc on est voilà sur le territoire se trouve sur la vélo maritime, donc l'Office de tourisme participe en fait à ce développement de boucle cyclotourisme, donc la vélo maritime hein, qui débute du nord de l'Europe jusqu'à Roscoff. Et à l'intérieur sur notre territoire, on développe en partenariat avec le Calvados et le Parc des Marais du Cotentin et du Bessin, également une boucle vélo, parce que ça manque énormément sur notre territoire, donc autour des Marais de l'Or. Donc c'est une boucle qui fait 40 km et qui rejoint Isigny-sur-Mer et Trévire. Et l'autre projet, eh bien, c'est l'extension de la Maison de la Forêt, donc le bâtiment qui est en rouge sur la vignette. Voilà, c'est un bâtiment qui a été qui a ouvert en 2017 avec une muséographie qui met en place, qui explique le milieu forestier. Seulement, voilà, cette exposition est vieillissante, pas très ludique, plus ludique. Et il manque en fait une salle polyvalente, notamment pour l'accueil des groupes, parce que voilà, la Maison de la Forêt, en forêt de Cerisy, hors période de Covid, voilà, on accueille entre 4000 et 5000 enfants et adultes, mais c'est quand même majoritairement des enfants, voilà, en forêt de Cerisy, pour expliquer voilà, ce milieu. Donc, on a un projet là en cours avec une extension, une nouvelle muséographie, un parcours ludique en forêt. Et tout ça, donc voilà, mené par notre intercom en partenariat avec l'Office national des forêts, parce que voilà, on se trouve en forêt Cerisy. Donc, c'est une forêt une forêt domaniale qui est gérée par l'ONU. Alors, donc pour nos animations, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu voilà, ce que l'on fait ici. Donc, on a un programme d'animation assez varié. Et donc, on a à peu près 180 animations à l'année qui sont réalisées par nos soins. Et donc, vraiment destinées à tout type de public. Et donc, on va avoir... Alors, attendez. Je m'excuse, j'ai quelqu'un qui est rentré. Je reviens tout de suite. Les aléas du direct. Vive la vie en office de tourisme. Voilà. Je suis en réunion. Désolée. Donc voilà, au niveau de nos animations, donc on accueille un public voilà, principalement familial,
Et vu la diversité de notre territoire, eh bien, on essaye de proposer un panel d'animation assez important. Donc, sachant que sur chacune de nos anciens offices de tourisme, on proposait déjà des animations. Donc, on a réuni ce programme en le diversifiant encore plus. Donc, on va avoir tout un panel de sorties nature. Donc, on va avoir des sorties nature. Donc, c'est des sorties qui font à peu près 3-4 km grand maximum, qui durent à peu près 2 heures, en forêt de Cerisy, dans les marais, dans les parcs à huîtres, sur le littoral également. Ensuite, on a développé aussi un axe autour pour les enfants. Donc ça, c'était vraiment ce qui était développé en forêt de Cerisy. Et donc, on l'a redéveloppé sur tout le territoire intercommunal. Donc, ce sont des ateliers où on va découvrir soit une partie historique ou un site. Et donc, en général, voilà, c'est assez ludique. On va faire une petite chasse au trésor, un jeu de pistes, des recherches d'indices, etc. Et les enfants, souvent, repartent avec un petit jeu, un petit livret ou quelque chose qu'ils ont pu fabriquer. Voilà. Donc ça, bien sûr, avant Covid. On va également avoir des balades en attelage, donc les balades en calèche. Donc on est sur des grosses calèches, nous, qui font à peu près entre 16 et 22 personnes. Contrairement à Verneuil, on va être sur des balades plus longues, voilà, parce que nous, ce n'est pas des balades de ville, hein. On est plutôt sur des balades qui vont lier la nature et le patrimoine sur un circuit entre 8 et 10 km. Donc, ça nous prend entre 2 et 3 heures. Voilà. Parce qu'en fait, on est un peu bavard. Donc, du coup, nous, on prend le temps de découvrir le territoire. On a également des sorties vélo, voilà, donc pour faire découvrir sur un parcours un petit peu plus long et puis pour les plus sportifs. Et également des sorties en kayak. Donc, l'Office de tourisme est doté de 6 kayaks et on fait découvrir les marais de l'Aile. Donc, ce sont des balades de famille, hein, donc c'est vraiment tranquille. Le cours de l'Aile est vraiment facile à tous. Donc, voilà un petit peu le panel de nos animations. Donc, on est 4 animateurs pour toutes ces animations individuelles. On a notre collègue Eric qui lui va s'occuper de tout ce qui est balade sportive, donc balade vélo, kayak, mais également des visites parc à huîtres. Donc lui, il fait à peu près une visite par jour. Ensuite, on a notre animatrice nature qui va être mobilisée à peu près 3 jours par semaine, sachant qu'elle fait également de l'accueil. Moi, je vais être aussi mobilisée 2 à 3 jours pour l'animation et ma collègue Raïssa guide, si on a, qui va plutôt s'occuper du littoral et notamment des sorties patrimoine. Je ne l'ai pas noté ici. On a aussi des sorties en finale liées sur la thématique du débarquement sur Omaha Beach. Donc voilà, ça va être assez diversifié au niveau des points. Donc, face à la crise sanitaire de l'année dernière, on a essayé de s'adapter aussi en fonction des arrêtés préfectoraux. Donc, on a commencé nos premières animations l'année dernière au mois de juin. C'est moi qui ai tenté avec une randonnée commentée où là, vous avez les personnes. Donc, la jauge était de 10 personnes. Donc, on est resté sur cette jauge de 9 plus une personne. On demande aux gens de porter le masque à chaque fois qu'il y a des arrêts, le plus possible. Ceux qui arrivent à marcher avec le masque, tant mieux. S'ils n'y arrivent pas, on leur demande de prendre la distance avec les autres groupes. Ensuite, on a du gel hydroalcoolique, bien sûr, si besoin. Et on évite ou on ne fait pas du tout de manipulation d'objets. Voilà. Donc, s'il y a des choses à montrer, c'est nous qui tenons. Parfois, j'avoue, c'est un peu frustrant, comme là, nous, côté forêt, où on a des bois de serre, etc. Bon, c'est vrai que les gens sont quand même tentés à toucher. Donc, dans ces cas-là, si vraiment ils veulent toucher, gel hydroalcoolique, et puis après, on nettoie. Mais pour les bois, ils n'apprécient pas trop le gel.
Pendant l'été 2020, au final, on n'avait pas réellement de jauge à imposer. Mais nous, on limitait, notamment surtout pour les sorties nature ou les randonnées à 25 personnes maximum. Après, sachant que les jauges, selon les activités diminuées, par exemple pour les ateliers enfants, on était à une douzaine d'enfants. Et après, on limitait au niveau des accompagnateurs. Et puis au niveau des randonnées, j'y reviendrai tout à l'heure. Et au niveau des balades en attelage, de toute façon, la limitation est déjà plus ou moins faite par rapport aux capacités. Mais lorsque on faisait directement le placement des personnes en fait, dans les attelages, vu que ce sont des bancs, on essayait de limiter voilà, un banc par famille. Voilà, on évitait de mélanger les familles. Et donc là, en février, pendant les vacances de février, on a maintenu le programme des animations malgré cette jauge de 6. Donc, quitte à reproposer en fait plus de sorties. Donc en fait, voilà, que ce soit les sorties nature ou les ateliers enfants, on proposait des créneaux supplémentaires parce qu'on avait de la demande. Et voilà, les visiteurs comme nous, on avait ce besoin de sortir aussi parce que ça nous manque. Donc voilà, on a proposé. Et avec la sous-préfecture de Bayeux, ils nous ont autorisé sur les milieux, donc type forêt et parc à huîtres, la possibilité d'avoir un groupe de 12 personnes, donc 11, plus le guide, en marquant bien en fait cette distanciation entre les familles. Mais le port du masque, bien sûr, toujours. Et les gens ont largement respecté tout ça. On n'a jamais eu de soucis, en fait. Donc ça, c'était un bon point. Lors de nos sorties, on proposait aussi, avant Covid, des pots de convivialité, voilà. Mais tout ça, on a arrêté. Parce qu'il faut retirer le masque. Hein. Et même avec voilà, la distanciation, on a préféré éviter. Et au final, les gens sont très compréhensifs. Donc, il n'y a aucun souci. Et au final, l'année dernière, la situation sanitaire a fait que les gens ont apprécié encore plus les balades. Et on avait vraiment des retours très sympathiques. Donc, ça faisait vraiment plaisir. On a aussi toute une partie pour d'animation groupe. Donc des groupes qui soient adultes ou enfants. Donc les groupes vont être principalement accueillis en forêt de Cerisy et dans les parcs à huîtres. Voilà. Donc ça, au niveau du protocole, c'est un peu, voilà, pour les scolaires, c'était le même protocole qui était appliqué à l'école. Hein. Donc, on essayait, donc les enfants, à partir de 6 ans, porter le masque. Hein. Donc, sachant que les groupes, on les a accueillis à partir de l'automne dernier, voire l'été pour les centres aérés. Donc, les enfants, souvent, voilà, quand ils devaient porter le masque, le portaient. Ensuite, on évitait le mélange on évitait les mélanges de classes ou de groupes. Voilà, donc c'était un guide par classe. Et donc au niveau voilà, de la jauge, au final, c'était comme voilà, si c'était une classe de 25, on accueillait la classe de 25. De toute façon, ils étaient déjà, voilà, on n'allait pas les reséparer. Le but, c'était vraiment, par contre, de ne pas mélanger les groupes. Voilà. Donc, on restait sur les jauges classiques pour les groupes. Voilà. Parfois, c'est vrai qu'avec les groupes, on peut avoir un peu de manipulation. Notamment, on avait des crayons. Ce qu'on faisait, c'est qu'on désinfectait le stylo, pas le feutre. On le mettait au responsable voilà, de groupe ou de sous-groupe. Et puis, voilà, il y en avait qu'un qui écrivait et on évitait de s'échanger les crayons. Mais voilà, on évite au maximum la manipulation d'objets pendant cette période. Au niveau donc du type de la fréquentation, pour vous donner un petit peu une idée, en 2019, au niveau des individuels, on a eu à peu près 3500 personnes qui ont participé à nos animations. Et pour les groupes, on était à peu près à 4600.
2020, voilà, après confinement, entre les différents confinements et les limitations, on a quand même réussi à accueillir 2000 individuels. Et par contre, voilà, c'est au niveau des groupes où là, ça a été beaucoup plus compliqué. On a pu accueillir un petit peu plus de 1100 personnes entre l'été et l'automne, notamment principalement des classes en forêt de Cerisy. Donc au niveau de nos animations, voilà, ce sont des animations que l'on fait nous-mêmes. On a quand même des partenariats avec des associations pour des choses un peu plus spécifiques ou un petit peu plus pointues. Donc l'année dernière, ces associations ont préféré annuler les sorties parce que voilà, ne sachant pas trop comment faire pour les mesures sanitaires, voilà, ils avaient préféré annuler. Mais voilà, cette année, on renouvelle le partenariat. Tout à l'heure a été évoqué les guides indépendants. Donc nous, d'habitude, voilà, avant cette année, on ne travaillait pas avec des guides indépendants, mais vu la situation assez compliquée pour eux, voilà, on a 3 voire 4 guides sur notre territoire avec lesquels on va travailler, notamment dans le cadre du projet Tenant Patrimoine. Donc l'Office de tourisme va participer à ce projet et prendre en charge une partie des visites. Donc on va s'occuper en fait de l'inscription des participants et puis voilà, régler la prestation en fait du guide. Donc ça reste quand même minime, hein, ça va être 4 visites par guide. Mais voilà, ça permet aussi, nous, à notre échelle, de les aider un petit peu. Et puis, par contre, voilà, on a tout un travail aussi avec nos prestataires. Voilà, on relaie l'information si vraiment au niveau de l'Office de tourisme, au niveau des conseillers en séjour, il y a des demandes. Parce que parfois, voilà, pour des visites, comme il était évoqué un peu à la carte, voilà, nous, on peut relayer l'information et voir avec nos guides si elles ont des disponibilités pour proposer des visites à la carte. Donc voilà, ça c'est un nouveau projet qui est en cours là pour cette année. Et puis voilà, pour les aider aussi. Donc le territoire est assez grand pour tout le monde. Donc, on arrive à trouver des arrangements. Donc voilà pour la partie animation, les différentes animations. Donc là, on a développé en fait au niveau de notre territoire. Donc c'était avant Covid. En fait, en 2019, on a commencé à travailler sur le rando-jeu de Balleroy. Je ne sais pas si le lien va fonctionner, mais donc vous connaissez peut-être le système de rando-jeu. Donc ce sont des petits livrets qui peuvent être soit en format papier ou en téléchargement. On peut aussi avoir la version numérique si on prend cette option. Et donc sur un parcours voilà, préétabli, donc le nôtre fait à peu près 4 km, eh bien, on va découvrir le patrimoine. Ça peut être naturel, ça peut être les monuments, l'histoire d'une commune. Donc en fait, on a développé ça sur la commune de Balleroy-sur-Drôme en 2019 parce que le bourg de cette commune qui a un château, le château de Balleroy, et le musée des Montgolfières a été refait. Et donc sa place centrale a été inaugurée et du coup le village a été classé village de caractère. Donc vu qu'il fallait qu'ils aient aussi des supports touristiques, et bien du coup on a proposé de travailler avec la commune pour leur proposer ce rando-jeu. Et également, on a une boucle de randonnée qui passe en fait par la commune. Et donc, il a été mis en place au final tout début 2020. Et donc, nos élus ont apprécié en fait ce type de jeu et nous ont demandé si on pensait que c'était possible de développer ça ailleurs. Donc après, avec nos petites mains et nos ordinateurs, eh bien, on a pu en développer d'autres. Notamment 2 autres, donc un sur Grand Cornézy pour mettre un petit peu en lumière ce port de pêche, l'architecture du début 20e, et puis également voilà, toute l'activité qu'on peut avoir à cet endroit-là. Et on en a également créé un sur la partie Omaha Beach. Comme ça
ça couvrait vraiment une partie de notre territoire. Donc, en fait, ces rando-jeux, donc, ils sont disponibles dans chacun de nos bureaux en version papier. Donc, les gens peuvent venir les retirer gratuitement. Et si les gens ne peuvent pas, ils peuvent également le télécharger. Donc, il se retrouve sur notre site internet dans la rubrique à télécharger. Et voilà, on peut l'imprimer ou on peut le faire voilà, à la rigueur, directement sur la tablette si besoin. Donc au final, on a vraiment développé ça et ça a été fortement apprécié des visiteurs parce que voilà, vu la difficulté de se mélanger avec les autres personnes, eh bien, voilà, les familles peuvent occuper les enfants, surtout en cette période où les sites, les musées, etc. sont fermés et on cherche voilà, des choses à faire en extérieur. Eh bien, voilà, ces jours d'autonomie ont été fortement appréciés. Donc, du coup, pour cette année, on va mettre en place là pour le printemps, ils sont en cours de création, un sur la commune de Trévières, parce que légalement, le bourg a été refait et a été labellisé l'année dernière patrimoine de la reconstruction. Et ensuite, un sur Isigny-sur-Mer, voilà, pour mettre un petit peu en avant la partie assez variée entre le port de pêche, la mairie qui était un ancien château, également la ville de la reconstruction, et bien sûr la partie gourmande avec tout notre terroir. Donc voilà au niveau des gens en autonomie, et donc c'est inscrit, donc je vais faire un peu de pub pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais voilà, l'année dernière, donc pendant le confinement, donc avec OTM, a été mis en place en fait le jeu Enquête de Normandie. Et donc vu que nous on recherchait vraiment des choses à faire de manière individuelle, eh bien voilà, on trouvait vraiment judicieux de s'inscrire dans ce jeu Enquête de Normandie. Donc on recommence voilà, pour cette année. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Enquête de Normandie, bah, voilà, on vous invite à aller sur le site internet qui a été créé. Et donc le but, eh bien, c'est de faire découvrir en fait nos territoires aux familles, aux groupes, et d'essayer de parcourir un maximum notre belle région, qu'est la Normandie, voilà, en faisant des étapes. Donc, par exemple, sur notre territoire à nous, eh bien, les gens avaient 4 questions en forêt de Cerisy et à Isigny-sur-Mer. Et après, en fait, ils pouvaient choisir une destination suivante, alors soit de manière aléatoire ou sinon, ils choisissaient. Donc après, voilà, on pouvait les renvoyer dans la Manche ou voilà, au plus près, ça pouvait être aussi dans le Calvados. Et après, voilà, il y avait tout un cheminement et le but, c'était vraiment de découvrir un maximum la Normandie afin de récolter un maximum de points, et ça donnait pour les 30, un petit peu plus de 30 premiers gagnants, eh bien, un séjour. Donc c'est vrai que c'est une belle initiative qui a été mise en place. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, participer à l'édition numéro 2. Voilà, c'est une façon aussi voilà, pour les familles de s'amuser et de prendre le temps, parce qu'au final, voilà, il y a cette enquête de Normandie commence début juillet jusqu'à fin octobre. Donc ça permet aussi de s'occuper en période un petit peu plus creuse, notamment à l'automne. Et à son rythme. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Si on veut faire que 2 sites, on n'en fait que 2. Mais pour ceux qui sont joueurs et qui veulent vraiment aller plus loin, bah, ça donne, voilà, dire, bah, tiens, il y a un dimanche, je vais aller visiter Falaise. Bon, bah, du coup, on participe à Enquête de Normandie, on se récolte quelques points et puis en même temps, bah, on a découvert un lieu. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Ces types de gens en autonomie, et au final, c'est très demandé. On a eu des très, très bons retours. Donc voilà. La plus grosse adaptation pour nous au niveau de nos animations, c'était au niveau de nos randonnées. Alors, on fait des randonnées commentées qui sont sur inscription et qui sont limitées en nombre de personnes. Mais avant cette crise sanitaire, on était sur des randonnées qu'on appelait les randonnées du vendredi. Donc des randonnées qui ont lieu plutôt en période estivale. Et ces randonnées accueillaient plus de 100 participants. Et à la fin en fait, de ces randonnées, la commune sur laquelle on passe, eh bien, offrait un petit pot. Donc là, ça a été
le type de sortie que l'on a dû revoir parce que voilà, la jauge de 100 participants n'est pas possible. Après, c'est vrai que c'était un rendez-vous très prisé et très, très apprécié de nos locaux parce que c'était quand même principalement des locaux. Les gens se retrouvaient au cours d'une balade, ça discutait, etc. Donc, voilà, il y avait quand même cette demande, on ne voulait pas non plus l'arrêter. Donc, au final, elles ont été légèrement modifiées. On les a appelées du coup les éphémères. Donc, au final, tous les vendredis, vous aviez bien une randonnée qui avait lieu, mais elle n'était pas accompagnée. Notre collègue Eric, qui s'occupe de cette partie-là, eh bien, allait baliser la veille ou le matin même eh bien, son circuit avec voilà, 2 types de couleurs parce qu'en fait, on avait une grande boucle et une petite boucle. Donc, la petite boucle pouvait faire 5-6 km et puis la grande, voilà, entre 9 et 12. Et les gens, on invitait voilà, ceux qui souhaitaient eh bien, à venir retirer un petit papier, comme vous avez juste en haut, donc, qui reprenait toutes les dates. Et au dos, vous aviez en fait la carte avec le tracé. Ces petites fiches étaient également en téléchargement sur notre site internet et également sur les réseaux sociaux. Donc tous les vendredis, vous aviez voilà, un petit post Facebook et autres réseaux sociaux qui expliquait en fait la randonnée qui avait lieu, la rando éphémère. Et cette randonnée, ben, en fait, les gens pouvaient la faire quasiment pendant une semaine parce que le marquage s'effaçait au bout d'une dizaine de jours. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait plus cette partie convivialité où les gens se retrouvaient à discuter. Mais par contre, ils nous ont dit qu'ils ont apprécié parce qu'au final, des fois, le vendredi soir, ils n'étaient pas forcément dispo à 20h pour participer à ces randonnées-là. Donc, ils pouvaient le refaire avec la famille le samedi, le dimanche ou la semaine suivante. Et même voir un peu plus tard, hein, si vous voulez. Donc, on a réussi au final à toucher d'autres personnes. Et les gens, voilà, s'ils voulaient le refaire, pouvaient le faire dans un sens, dans l'autre. C'était vraiment au choix. Donc, difficile de quantifier au final le nombre de personnes, mais les retours que nous avons eus des habitués étaient très bons. Et au final, on a aussi touché d'autres participants. Donc, c'était une bonne chose et ils n'avaient pas l'impression d'être oubliés. Donc, ça, c'était pas mal. Donc, pour continuer, donc en général, on continuait ces fameuses randonnées à l'automne et en hiver. Donc, on appelait les automnales et les hivernales. Donc, c'était un samedi par mois. Et donc, en octobre, quand on s'est retrouvés avec de nouveau le confinement, la limitation des 1 km, etc., c'est vrai qu'on avait des gens qui étaient frustrés, dont notre collègue. Donc, elle a décidé de créer en fait des petites boucles. Donc, en fait, au départ des communes, au niveau du bourg, dans un rayon d'1 kilomètre, eh bien, elle faisait une boucle. Donc, ça faisait une petite boucle de 3-4 km. Et là, ça a été, ouais, les gens ont vraiment apprécié. Et après, quand on a pu cette limitation des 1 km, eh bien, du coup, pareil, il a recréé en fait la petite sportive. Donc là, c'était une boucle qui pouvait faire plus de 7 km, entre 8 et 10 km. Et donc, on pouvait la faire à pied, mais également à vélo, parce qu'on avait aussi des gens qui demandaient des balades à vélo. Donc, à faire avec les enfants, etc. Voilà, on a vraiment essayé de développer toute la partie extérieure. C'était vraiment le but. Alors après, c'est vrai qu'on a un territoire qui s'y prête bien. Donc, voilà, c'était vraiment le but. Donc, comme pour les éphémères, les gens pouvaient télécharger la petite carte avec les quelques précisions. C'était également dans nos bureaux lorsqu'on était ouvert. Il y avait également sur les réseaux sociaux. Et mon collègue a trouvé donc une application qui s'appelle Relive, où lui donc allait en amont repérer sa randonnée. Donc prenez tous les points GPS grâce à cette application. Et après, en fait, je vous invite à aller découvrir Relive. Vous pouvez en fait découvrir le circuit de manière animée avec des photos. Donc, en fait, il faisait son parcours, prenait des photos et après, tout ça se met en place et ça fait une petite vidéo. On peut peut-être, je ne sais pas si en cliquant sur le lien, on pourrait
on pourrait En fait, voir. je suis en mode diapo et je suis pas sûr que ça fonctionne. D'accord, mais sinon, Mais pour info, on- le support sera mis à disposition sur le site web d'OTN, donc dans l'espace, dans notre c'est ça. centre de ressources. Donc les gens Mais pourront aller sinon, voir après ça. voilà. Ou sinon, n'hésitez pas à me dire, voilà. Ou sinon, vous allez sur notre site internet ou sur notre page Facebook. Et voilà, vous pouvez retrouver en fait ces petites vidéos, mais c'est vrai que c'est assez sympa. On voit le tracé GPS et voilà des petites icônes, ça s'ouvre, on voit la photo. Comme ça permet de dire, ah bah voilà, vous allez passer au lavoir, là vous allez passer devant l'église. Vu qu'on est quand même sur des sites, nous on est vraiment voilà, en campagne et pas trop en ville. Donc voilà, ça permettait de pouvoir illustrer et toujours avec cette trace GPS, donc qui fonctionne avec un téléphone ou autre support. Hein. Relive fonctionne aussi avec, je ne m'y connais pas forcément très bien, mais avec voilà, toutes sortes d'autres outils qui puissent utiliser voilà, les traces GPS. Donc ça, c'était vraiment apprécié. Et au final, les gens, voilà, ça leur donne une idée. On ne leur impose pas non plus une date. Ils le font quand ils veulent. Et ça permet aussi d'animer notre territoire et de montrer que voilà, même lorsqu'on est confiné ou même lorsqu'on est limité dans nos déplacements, on peut quand même prendre l'air et voilà, et se faire du bien. Après, on a également essayé de développer des animations en ligne. Donc là, c'est vrai que notre service communication a bien bossé là-dessus. Et donc, tous les ans, on propose un concours photo sur une thématique un peu spécifique au niveau de notre territoire. Et donc là, cette année, ben voilà, c'était un peu compliqué de se dire faire venir les gens à l'OT, etc. On s'est dit, bon, allez, on va lancer. Et donc, via la page Instagram, eh bien, on a invité les gens sur la thématique voilà, Liberté retrouvée, mon coin de paradis, de photographier leur coin de paradis, à poster ça sur notre page Instagram. Et ensuite, eh bien, c'était les gens voilà, qui votaient pour leur photo préférée. Et donc, vous avez les deux photos qui ont été sélectionnées, qui ont eu le plus de likes, de petits cœurs. Sur Instagram. Donc voilà, ça permettait aussi aux gens de les inciter à aller se balader et d'aller de nous montrer voilà, un petit peu comment ils voient notre territoire et ce qu'ils aiment sur notre territoire. Et on a eu beaucoup de photos et de personnes qui ont pu participer. Bon, pour ceux qui étaient moins dans la vague des réseaux sociaux, c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, voilà. On a quand même peut-être aussi réussi à toucher des gens qui ne l'auraient pas fait d'habitude, donc avec un appareil photo classique et puis un tirage photo. Donc voilà. Et donc, dans la continuité des animations en ligne, voilà quelques exemples. Donc, en fait, l'Office de tourisme d'Isigny-Omaha fait partie des 7 offices de tourisme qui participent au Didier Festival. Donc, en fait, c'est un festival qui a été créé en 2007 à l'occasion en fait, de l'anniversaire du débarquement. Donc 2020, c'était le 76e anniversaire. Et c'est vrai que, étant dans cette jauge limitée de 10 personnes, c'était assez compliqué de proposer des choses. Donc, on a pu proposer quand même quelques petites visites, mais c'était assez compliqué. Donc, au final, avec les autres offices de tourisme, voilà, on est plutôt parti sur des animations en ligne. Et donc, notre office de tourisme et notre service événementiel, voilà quelques exemples. Donc, en fait, on a fait appel à une jeune femme qui s'appelle Miss Paramount et qui nous a enregistré un petit concert, voilà, très bien, très sympathique. Et donc, voilà, on a invité les gens sur Facebook, un Facebook Live, où on avait voilà, un petit concert ça doit être à peu près 45 minutes, de Miss Paramount. Donc, on a eu des très bons retours, beaucoup de vues. Donc, c'était vraiment sympa. La visite que l'on fait sur Omaha Beach, d'habitude, à cette même période, avec cette jauge limitée, c'était très compliqué. Donc, en fait, on a notre guide saisonnière qui a fait une vidéo, voilà, et qui a fait une visite virtuelle en expliquant un petit peu l'histoire d'Omaha Beach, voilà, de la partie Belle Époque jusqu'au débarquement, avec les constructions du mur de l'Atlantique. Donc, du coup, elle fait ses commentaires, vous avez quelques visuels, des photos, etc.
C'est pareil, vous pouvez retrouver cette visite sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et dans la lignée un petit peu de nos randos-jeux et aussi de ce qu'on a fait pendant le confinement, parce qu'en fait, les gens, nous, l'animation, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Pendant le premier confinement, on avait créé des petits jeux Facebook pour occuper les parents et les enfants, et donc leur faire découvrir autrement, depuis chez eux, notre territoire. Donc, on proposait des petits jeux en ligne. Voilà, donc par exemple, pour le printemps, eh bien, c'était d'aller à côté de chez soi lors de sa petite balade et d'aller regarder un petit peu les fleurs, d'aller faire un herbier, de savoir les reconnaître. Après, on avait fait au moment donc, aussi des animations sur la plage d'Oma, voilà, retrouver les drapeaux à partir d'une photo et savoir à quel pays ça correspond. Donc en fait, on avait fait voilà, des petits jeux pendant cette période de confinement, à peu près 2 fois par semaine. Et donc à la lumière de ces petits jeux et puis du rando-jeu déjà créé en début d'année, eh bien, en fait, il y avait un petit carnet d'idées festival qui a été créé pour découvrir en fait le débarquement et les 7 plages, en fait, les 5 plages du débarquement de la Manche jusqu'aux portes de Caen. Donc, ce petit jeu voilà, permettait à tous de pouvoir s'occuper, s'informer, s'enrichir également. Donc, voilà. Et on a également eu des retransmissions en direct, notamment les cloches de la liberté, les cérémonies officielles qui, là, n'étaient pas ouvertes au public, mais les gens voilà, qui étaient habitués à pouvoir les suivre, parce que voilà, chez nous, ici, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur autant aux locaux qu'aux touristes, parce qu'on a des touristes aussi qui reviennent pour ça. Donc là, ne pouvant pas y participer, c'était vraiment limité aux officiels, eh bien, on pouvait les retrouver en retransmission directe sur notre page. Donc voilà un petit peu voilà, les différents types d'animations qui ont pu être créées, qu'elles soient voilà, sur place, à faire en autonomie ou en ligne. On a essayé voilà, toute l'équipe de travailler et de repenser un petit peu tout ça. Et le résultat, au final, pas trop mal, on est content. C'est le principal. Merci beaucoup Aurélie. En fait, en effet, on voit un gros programme qui a été maintenu et adapté, et semble-t-il avec succès. Et, félicitations en tout cas. On voit vraiment un panel assez large, que ce soit sur la rando, sur le virtuel aussi, un nouveau entre guillemets champ de jeu qui a été conquis, parce qu'avant, c'est pas forcément un terrain de jeu sur lequel les offices allaient naturellement. Et c'est vrai qu'on a pu voir aussi des initiatives à droite à gauche fleurir sur les réseaux sociaux. Donc là, on le voit bien sur toutes les commémorations. C'est hyper important pour le secteur. Que vous vous êtes adapté vraiment assez rapidement pour pouvoir faire une continuité de service, guillemets, hein, C'est ça. pour les gens qui vivent ces événements. J'avais donc du coup quelques petites questions qui sont arrivées dans le chat. Je pense que tu les as vues. Annabelle, justement, qui nous posait la question de la répartition des compétences sur ton territoire en ce qui concerne l'animation. Comment ça se déroule avec les autres structures, des comités des fêtes, d'autres associations. Je pense aussi au PNR qui est sur ton territoire. En fait, voilà, on est vraiment dans un partenariat. Donc après, nous, voilà, on a un programme d'animation. Déjà, on demande en amont toujours les autorisations hein, côté forêt. Voilà, bon, après, c'est un partenariat qui existe déjà depuis près de 14 ans, donc ça fonctionne bien. Mais voilà, on fait toujours valider de toute façon nos demandes. Après, c'est aussi du travail en commun. Des fois, eux ne peuvent pas le faire, donc c'est nous qui faisons. Après, avec les associations, voilà, on travaille aussi avec eux. On peut mettre en avant aussi leurs manifestations. Donc, sachant que l'année dernière, comme je le disais, c'est vrai beaucoup d'associations avaient un peu peur de s'engager et de proposer des choses. Donc, au final, c'était annulé ou reporté. Mais voilà, donc en général, on prend au niveau de nos animations, on prend nos réservations. On peut prendre aussi pour d'autres, lorsqu'on travaille avec des associations où les animations font partie de notre programme. Donc, par exemple, on a une association ici qui s'appelle Les Curieux de Nature, ou une autre, l'ADTLB, sur la partie culturelle. Donc, on décide de mettre ensemble,
en place une animation. Donc, on s'occupe de gérer les encaissements et les participants, les enregistrements. Et puis après, voilà, on travaille en commun. Après, on a aussi un partenariat à côté, donc sur une partie géologique. Donc, vu que nous, c'est quelque chose de très spécifique, la géologie, et on n'est pas armé pour, donc on fait appel à quelqu'un. Et donc là, c'est pareil, on fait la promotion. C'est un monsieur qui, voilà, il ne gère pas trop non plus la partie numérique, donc c'est moi qui m'occupe de rentrer ça, par exemple, dans les escapades nature, etc. Donc on gère plutôt tout l'amont. Et puis voilà, le jour J, on lui retransmet en fait la liste des participants, et lui, par contre, gère son encaissement parce que voilà, on lui laisse en fait l'intégralité en fait de la recette. Donc voilà, après on a vraiment un partenariat assez complet avec tous les acteurs en fait de notre territoire. On a aussi les espaces naturels sensibles au niveau du littoral. Donc là c'est pareil. Mais après voilà, c'est un lien de confiance aussi, donc ça fait des années que ça a été mis en place sur nos différents territoires respectifs, et donc on continue comme ça. Et voilà, quand eux ne peuvent pas faire, ils nous le disent, et puis dans ces cas-là, nous on prend le relais derrière. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Donc. Oui, vous êtes là en coordinateur, Voilà, fédérateur. c'est ça. Vous êtes bien identifié sur le territoire, justement, pour. Voilà. Donc, comme je disais, là, avec les guides conférencières qui vont mettre en place des choses, voilà, quand elles sont venues nous voir, on leur a dit oui, il n'y a aucun souci. Après, le territoire est grand, les thématiques sont importantes, on en a quand même beaucoup. Hein. Donc, moi, j'appelle ça notre terrain de jeu, parce que finalement, voilà, entre la nature, le patrimoine, parce que voilà, on a la partie d'idées, mais on a aussi la partie ferme manoir du Bessin, 17e, 18e siècle, on a aussi la partie médiévale. Donc voilà, tout le monde peut venir travailler ici sans aucun problème, sans se marcher sur les pieds. Il faut plutôt être complémentaire et avoir une offre d'animation, de manifestation, une offre touristique assez importante. Il y a de la demande, donc voilà, autant la satisfaire. Donc voilà, le but, c'est vraiment de travailler ensemble et pas de se marcher sur les pieds. Ok. Sur des questions pratico-pratiques, idem ce qui avait été posé tout à l'heure à Annabelle et Céline, sur le côté budget annuel alloué aux manifestations, les jauges, toutes ces choses-là. Alors, au niveau de mon budget pour le pôle animation, ça représente 15 000 euros. Parce que le plus gros ça va être la partie en attelage, parce qu'en fait notre prestataire, c'est nous qui en fait faisons un contrat, et donc on lui paye ses prestations. Donc voilà, c'est quasiment la moitié de notre budget. Après, le reste va comprendre aussi bien les remboursements, donc par exemple les indemnisations des ostréiculteurs quand on va visiter leur site. Ou des sites comme par exemple quand on passe en attelage, on va visiter le château de Colombières, donc voilà, il y a la visite du château. Donc après, on reverse une indemnisation sur ces sites. On a également je ne l'ai pas évoqué parce que l'année dernière, on n'a pas pu le mettre en place, mais des petits spectacles enfants que l'on a mis en place en 2019, 2020 avec cette jauge compliquée, donc on a préféré annuler. On espère pouvoir les refaire cette année. Donc voilà, pareil, il y a un petit budget. Donc en tout, ça fait voilà, un budget de 15 000 euros qui comprend aussi tout le matériel nécessaire pour nos animations, sachant qu'on essaye de vraiment fonctionner avec de la récup, parce que voilà, c'est aussi notre but de montrer qu'avec ce qu'on a dans nos placards, on peut faire plein de choses. Donc voilà, après pour tout l'achat de petits matériels également, si on a besoin de tables, de thermos, quand on faisait on offrait un petit café ou voilà, un petit pot, etc. Donc ça fait voilà, un petit peu moins dans les 15 000 euros, mais c'est à peu près notre budget. Au niveau des tarifs, donc tout ce qui est sortie nature, sortie patrimoine à pied ou randonnée commentée, donc on est sur un tarif de 4 euros par adulte et 2 euros par enfant. Les ateliers enfants, donc c'est 5 euros par enfant et gratuit pour les parents accompagnateurs. Donc le tarif est un peu plus élevé parce qu'au final, chaque mercredi, ça va être une animation différente où les enfants en fait, vont repartir avec un petit quelque chose. Donc voilà,
ça explique l'augmentation le tarif est légèrement plus cher. Sinon, au niveau des kayaks, on est sur 12 € pour une personne et 20 € pour le kayak double. Et ensuite, pour les sorties en attelage, donc on est sur des balades, comme je vous disais, qui peuvent faire entre 2 heures et 3 heures, selon la thématique. Donc, en général, on est sur la balade de 2 heures, on est à 15 € par adulte, 9 € par enfant et un forfait famille, 2 adultes, 2 enfants à 40 €. Et lorsqu'on est sur une balade qui est plutôt de 3 heures, parce qu'en fait, on s'arrête sur un site et on fait soit la visite, donc ça peut être un château, ça peut être une ferme, ça peut être une thématique un peu particulière ou une dégustation ou la visite parc à huîtres, par exemple. Eh bien, là, on est sur un tarif de 18 € par adulte, 11 € par enfant et un forfait famille à 50 €. Voilà à peu près au niveau de nos tarifs. Pour les jauges de tes groupes et de tes scolaires. Ouais, alors pour les groupes, donc au niveau du tarif, on est sur un tarif de 4 € par enfant ou adulte et gratuit pour les accompagnateurs. Et au niveau des jauges, voilà, on va dire c'est à peu près une classe. Parce que bon, vu que c'est le public qu'on reçoit le plus, donc au final, ça peut osciller entre 20 et 30 personnes. Après, c'est vrai que si ça commence à faire beaucoup trop, on préfère limiter. Voilà, si on dépasse les 30, en général, on préfère demander aux enseignants de scinder le groupe en deux. Et en fonction des animateurs, soit on refait quand même les 2 classes en même temps avec 2 guides différents sur le même créneau. Ou sinon, pour notre collègue qui est seul, notamment au niveau des parcs à huîtres, essayer de faire 2 visites sur le temps des marées, parce qu'on est très limité avec la marée. Donc voilà. Mais en général, c'est plutôt la taille d'un groupe et souvent, on part sur une jauge minimum de 8, 10. Voilà, ça dépend. Mais il y a plus de souplesse aujourd'hui parce qu'avec le Covid, on s'adapte. Et puis, si les personnes sont 6, on va faire aussi. Lorsque tu fais intervenir des intervenants extérieurs ou des guides, est-ce qu'ils portent le masque ou la visière? Tout le monde porte le masque. Voilà, ou la visière ou la visière. C'est obligatoire de toute façon pour chacun d'entre nous, donc on l'oblige aux participants, donc forcément pour nous c'est faut montrer l'exemple, donc nous c'est obligatoire. Delphine Dorbec qui posait une question: si tu avais pu quantifier le nombre de rando-jeux tu as présenté les rando-jeux qui ont été téléchargés ou distribués à l'accueil. Alors, distribuer à l'accueil, je ne peux pas dire. C'est vrai qu'on est sur 4 bureaux et en général, on les imprime un peu au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas pouvoir vous quantifier ça. Et sur le site internet, je ne sais pas si ma collègue pourrait me donner. Après, ce n'est pas des milliers, on est loin de là. Mais voilà, déjà, si on a pu satisfaire une centaine de petites familles l'année dernière, c'est déjà très bien. Je sais que là, pendant les vacances de février, sur Grand-Camésie, il y a plusieurs familles qui sont passées et qui ont demandé en fait le rallye. Donc on sait qu'il y a de la demande derrière. Ok. Il y avait une question d'Aurélie, alors je pense qu'il s'adresse plus à l'ensemble des participants. Là, peut-être que certains d'entre vous ont des questions, la réponse à la question. Concernant les sorties vélo, les guides doivent maintenant avoir une habilitation spécifique et donc suivre une formation. Je cherchais des informations sur ce point. Comment fonctionnez-vous? Alors nous, au niveau de l'Office de tourisme, mon collègue qui s'occupe des activités sportives, oui, il a une habilitation pour tout ce qui est manifestations sportives. Donc c'est pour ça qu'il gère en fait le vélo, le kayak, etc. Donc après, pas hésiter peut-être à revenir vers moi, et puis je redonnerai l'adresse de mon collègue Eric pour qu'il puisse préciser un petit peu plus. Mais oui, lui est habilité à le faire et c'est pour ça qu'on fait des activités sportives. Ok, donc Aurélie, rapproche-toi Voilà. d'Aurélie. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions dans la salle?
N'hésitez pas, pareil, là, pour le coup, soit dans le chat ou poser directement votre question à Aurélie, Annabelle et Céline avant de conclure. Est-ce qu'il y a eu des adaptations qui n'ont pas été abordées là, dans les deux témoignages qui ont été mises en place sur vos offices de tourisme, sur lesquels bah, justement vous pourriez apporter une info supplémentaire? Alors, Non? ouais, donc là j'avais la question par rapport à Relive. Oui, après, oui, sur le groupe, n'hésitez pas à faire une demande. Et puis même moi, je peux vous accepter. Donc, voilà, on a créé aussi sur Facebook un groupe pour la randonnée où les gens. Mais après, vous le retrouvez également sur le site, sur le Facebook général de l'Office de tourisme. Mais voilà, n'hésitez pas, au pire, à me renvoyer, puis je peux vous envoyer les liens si vous voulez. Alors Anne-Laure qui parlait de flashcode. Les flashcodes, ouais. Alors nous, on les utilise pour les rando-jeux, les rallyes. Voilà, on a ce flashcode où les gens peuvent retrouver directement le rallye en téléchargement et surtout les réponses sur notre site internet. Donc voilà, il y a des gens maintenant qui sont pour et d'autres contre, pas forcément contre, mais qui disent que c'est un petit peu, ça devient un peu has-been. Mais voilà, ça ne coûte rien de mettre un petit flashcode. Voilà, si ça peut permettre à certains de l'utiliser, pourquoi pas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, oui, Aurélie. Donc oui, non, bah, je réponds à Aurélie qui m'a posé la question en privé. Oui, c'est ce que disait Aurélie d'Usignoma. Son collègue Eric s'occupe des sorties vélo et donc justement, vous pouvez vous rapprocher d'Aurélie Desvages-Lenné pour échanger sur ce sujet-là directement à la Maison de la Forêt. Vous êtes passé peut-être à côté de l'échange. Du coup, pas d'autres questions? Bon, eh ben, impeccable. Ça semble avoir été clair. En tout cas, un grand merci à vous trois pour vos témoignages hein, qui ont vraiment, je pense, pu nourrir les collègues du réseau sur ces questions-là d'animation, d'adaptation par rapport à voilà, ce contexte assez particulier, la mise en place des visites guidées en milieu rural. Je trouve que ça, c'était hyper intéressant parce que ça concerne un certain nombre d'offices de tourisme chez nous qu'on peut rencontrer et qui se posent les questions de comment mettre ça en place. Est-ce que ça va être, est-ce que ça va pas être trop coûteux pour la structure? Alors, on voit qu'à travers le témoignage d'Annabelle, on voit que c'était un investissement d'embaucher quelqu'un, mais que derrière, tu disais, Annabelle, que tu n'es pas arrivé à l'étape de l'équilibre. Mais par contre, c'est un investissement en termes d'attractivité, en termes d'offres proposées sur le territoire. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant quand on voit que, je reprends le chiffre, 5700 personnes accueillies en 2019 dans les visites. Ce n'est pas négligeable hein, dans les territoires ruraux. Donc, hyper intéressant de voir ça et de voir que surtout ça fonctionne, qu'il y a un public qui est là pour ça. Et vraiment très enrichissant. Merci beaucoup Aurélie donc, pour ton témoignage sur les adaptations des animations. Hein. Là aussi, encore, on a pu voir le travail de réadaptation que vous avez fait sur les 180 animations que vous proposez en temps normal. Hein. Voilà, vraiment, vous avez fait preuve d'agilité, d'adaptabilité pour voilà, continuer à proposer des contenus intéressants à vos clientèles et aux gens les résidents. Les touristes qui viennent. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. J'en profite pour vous dire que la vidéo du coup la vidéo de ce matin est enregistrée, qu'elle sera disponible pour ceux qui le souhaitent voir le replay sur notre site web en fin de semaine. Je ne donne pas une date précise, mais ce sera en fin de semaine dans le centre de ressources dédié aux ateliers réseau. La presse aussi sera disponible. Vous pouvez, n'hésitez pas à contacter Aurélie, Annabelle et Céline si vous avez des questions.
Les prochains ateliers réseau d'OTN auront lieu dans 2 semaines. Le 23 mars, on en organise un sur le tourisme durable. Le lendemain, le 24 mars, un sur l'animation de la communauté des socioprofessionnels. Et le 30 mars, on en a un sur les audits mystères qualité tourisme. Ça, ce sont les 3 prochains ateliers réseau. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire en ligne ou en direct par téléphone en appelant OTN. Vous appelez Déborah et on vous inscrit, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vous remercie toutes et tous de votre participation et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Annabelle, Aurélie et Céline, on reste ensemble pour débriefer.